Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Benoît Martin. Cette disparition est un vrai mystère. Benoît a disparu depuis le 15 juin 2010, alors qu'il se préparait à visiter le parc national de Tchouktchevska en Bosnie-Herzégovine. On va commencer comme d'habitude à présenter les faits. Je vais vous présenter Benoît. Benoît est né le 1er juillet 1989 à Nantes. Étudiant ingénieur en 3e année à l'ICAM, Institut catholique d'art et métiers, à Nantes. C'est un garçon qui a des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Il est décrit par les gens qui le connaissent comme très amical, aimant le contact avec les gens, toujours très souriant. C'est un blagueur à froid. Depuis de nombreuses années, il rêvait du souffle des Balkans. Cela faisait très longtemps qu'il préparait son voyage en Bosnie. Il a tout calculé, les risques, les endroits où il devait aller, les endroits à visiter, et aussi, financièrement bien sûr. Il décida de partir pour le 5 mai 2010. Direction la Bosnie. Bye bye Nantes, cap à l'est. 4 mois loin des siens, de ses attaches, de ses amis, de sa famille. Il décida aussi de partir en voyage pour gagner de l'indépendance et de l'autonomie. Et aussi le plus important, ce voyage devait valider son cursus de 3e année. En fait, pour être clair, il devait choisir un voyage pour valider ce cursus. Rêvant de visiter les Balkans depuis plusieurs années, il décida de partir en Bosnie. C'est vrai qu'en voyant les photos, ça a l'air d'être un pays avec des paysages assez splendides. En fait, ce voyage, c'est une sorte de rituel pour les 3e années, afin de pouvoir passer en 4e année. Durant son séjour, il voyage seul, sans téléphone portable. Il a d'abord traversé la Croatie, avant de poser sa tente en Bosnie, du côté du village de Chist. Avant son départ, Benoît et sa mère avaient décidé de communiquer toutes les 2 semaines, par mail, pour se donner des nouvelles, et voir surtout si son fils allait bien. Car c'est vrai que c'était une des premières fois qu'il partait aussi loin. Durant son séjour, il visite beaucoup d'endroits. Il se balade, il explore des endroits méconnus, il en prend plein les yeux. Le 12 juin, il donne de ses nouvelles à sa famille par mail. Tout va bien, son séjour se passe très bien. C'est là, justement, qu'il leur dit qu'il essaye de trouver un hôtel dans la localité de Gestis. Quand il a enfin trouvé son hôtel, il s'est renseigné auprès de l'accueil pour savoir quel chemin emprunter pour faire une randonnée. C'est la dernière fois qu'il sera en contact avec sa famille. Il décida de partir sur les chemins de randonnée et fait savoir à l'hôtel qu'il voulait se rendre dans la forêt vierge de Perušica. Il se préparait aussi à visiter le parc national de Tchouktchevska. Ce parc se situe à côté de Monténégro. C'est le plus ancien et le plus grand parc national de Bosnie. Il abrite la dernière forêt vierge d'Europe. En outre, le plus haut sommet de la montagne Maklik, 2386 mètres, est également situé à l'intérieur du parc national. Et il est en même temps le plus haut sommet du pays. Les gens qui le visitent veulent surtout découvrir la beauté de la nature. Donc, il y a évidemment de nombreux sentiers balisés, destinés aux randonneurs, afin qu'ils puissent explorer le parc. C'est là que Benoît a décidé d'aller se promener. Le 15 juin, Benoît quitte un terrain proche de Foča, où il était le seul campeur. Il avait visité quelques jours avant les pyramides de sable à Foča.
Le gardien du parc enregistre le passage de Benoît. Au moment de rentrer dans le parc, seuls 2 ou 3 camions forestiers étaient là. A priori, Benoît était seul. Un peu plus tard dans la journée, il est aperçu par des randonneurs canadiens. Au moment des recherches, ces randonneurs expliqueront que Benoît était très mal équipé pour faire ce genre de randonnée. Et aussi, ce qui est le plus dangereux, c'est qu'a priori, il avait l'intention de descendre en rafting le cours d'eau. Donc si on se base sur ces randonneurs, il n'était pas du tout équipé pour faire ce genre de choses. Donc là, effectivement, c'est très dangereux. C'est sa dernière localisation connue. Après, on perd sa trace. Malheureusement, Benoît, depuis, n'a plus donné aucun signe de vie. Donc que s'est-il passé pendant cette journée? Malheureusement, il n'y a plus aucune trace de lui. Aucun mouvement sur ses comptes bancaires, rien. C'est là que le 9 août, une information judiciaire a été ouverte pour disparition inquiétante. Un 27 juin 2010, un vendredi matin, ça je m'en souviendrai toujours, j'ai eu 2 coups de fil à une demi-heure d'intervalle. Écoutez, voilà madame, votre fils est porté disparu depuis le 20 juin. Ils m'ont parlé de forêt primaire, de montagnes dangereuses. Moi j'ai eu qu'une envie, c'est de vérifier ce lieu et tout de suite de me rendre sur place. Et là, au stupeur, quand on est arrivé sur place et qu'on a vu le lieu dans lequel Benoît avait disparu, eh bien c'était pas du tout un lieu accidentogène montagne, quoi. Le chemin sur lequel il a disparu, c'était un chemin qu'on peut prendre en voiture, quelque chose de vraiment très facile, quoi. Ma première réaction, ça a été de dire mais mon fils n'est absolument pas en danger sur un chemin comme ça, il n'a pas pu s'accidenter tout seul, donc il s'est passé quelque chose avec d'autres gens, il s'est passé quelque chose, c'est évident. Il faut savoir que Benoît, c'est un gamin qui est effectivement très sociable, qui partait dans ses 4 mois de périple pour faire du lien avec les gens. Et je refuse d'en parler au passé. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Parce que s'il y a un truc sur lequel je peux m'appuyer, c'est qu'effectivement, dans mes tripes de mer, moi je le sens loin, mais je le sens pas mort. C'est un gamin qui est gentil, c'est un gamin qui est hyper communicant, qui est naïf un peu. Effectivement, et qui a pu se laisser embarquer dans quelque chose dont il n'a pas maîtrisé les conséquences que ça pouvait avoir. Ça, c'est une vraie réalité. Il ne serait pas parti sans nous donner signe de vie, ni à sa sœur, ni à moi. Je veux dire que voilà, on s'est retrouvés tous les 3 à un moment donné et ça nous a rapprochés. Et je pense que s'il avait dû tailler la route, décider de vivre sa vie autrement, en coupant peut-être avec sa famille, c'est quelque chose évidemment que je n'ai pas exclu. J'ai vraiment bon espoir là qu'on puisse enfin obtenir des éléments, des indices, des témoignages, des gens qui ont vu, des gens qui savent, et qu'on puisse enfin aboutir à dérouler le fil jusqu'à mon fils et à le retrouver, quoi. J'ai vraiment beaucoup d'espoir là-dessus. Un juge d'instruction a été saisi pour permettre que les recherches puissent être effectuées à l'international. C'est ainsi que l'affaire a pu être confiée à la brigade criminelle de Nantes. C'est là que la mère de Benoît, du 3 au 19 juillet 2010, part pour Phocas, pour être plus proche des recherches. Avec plusieurs personnes qui est venues la soutenir, elle part avec la police pour effectuer les recherches. Sur place, elle est accueillie par l'ambassade de Sarajevo. Mais malheureusement là-bas, peu de personnes parlent anglais, ce qui va générer un gros problème de communication. La police bosniaque va entreprendre énormément de recherches. Des survols en hélicoptère, des battues, des chiens, tout a été fait pour retrouver Benoît dans le secteur de sa disparition. Ils sont aidés par des sauveteurs spécialisés de montagne. La forêt a été fouillée et ils ont sondé beaucoup de lacs qui étaient aux alentours. Mais malheureusement, aucun résultat. Benoît est nulle part. Si Benoît était là, ils auraient forcément retrouvé quelque chose. Un sac, une chaussure, un morceau de tissu. Mais là, rien. Comme s'il n'avait jamais mis les pieds dans cette forêt.
Et pourtant, rappelez-vous, les randonneurs canadiens l'ont bien aperçu. Donc pourquoi on ne retrouve rien? La police fait appel aux alpinistes et aux randonneurs. S'ils n'auraient pas aperçu Benoît, et si ils n'avaient pas trouvé quelque chose. Pour la police, aucune piste n'est écartée. Un accident, une mauvaise rencontre. Des vérifications ont été faites en Bosnie, ainsi qu'en France. Ces vérifications sont au cas où Benoît aurait décidé de revenir sans prévenir sa famille. Ce qui peut paraître étonnant. Il s'entendait très bien avec sa mère, donc pourquoi ne pas prévenir sa mère qu'il rentrait en France? Après, effectivement, tout est possible. Il ne se plaisait plus en Bosnie, il a eu un problème. Tout peut être envisagé. Benoît avait prévu de rentrer à Nantes à la fin du mois d'août. Nous savons qu'au mois de juin, Benoît logeait dans un camping seul. Quand le réceptionniste du parc a été interrogé, à plusieurs reprises, à chaque interrogatoire, sa version change. Ce n'est jamais la même. Suspect, vous ne pensez pas? Il y avait un registre à l'entrée du parc qui mentionnait l'entrée de Benoît dans ce parc. Mais ce registre était bourré de ratures. Le nom de Benoît griffonné, comme si il ne voulait pas qu'on sache que le jeune homme était rentré dans ce parc. Justement, après avoir découvert ceci, la mère de Benoît déclara « J'ai vraiment l'impression qu'on veut vraiment nous emmener sur une fausse piste. » En 2013, la police française envoie un officier de la PJ de Nantes. Il doit se rendre sur place en Bosnie. Sur place, après 5 jours de recherche, l'enquêteur abandonne. Voici sa déclaration. Pour lui, Benoît a péri dans un accident. Il était dans le parc et malheureusement est tombé sur un ours. C'est vrai que dans ce parc, il y a pas mal d'ours. Mais, par rapport à mes recherches, il n'y a jamais eu d'attaque. Mais bon, c'est possible. Donc on va dire que l'ours l'a attaqué. Alors comment se fait-il qu'on n'ait rien retrouvé? Un ours, ça ne mange pas tout. Je suis désolée, ça va pas être facile ce que je vais dire. Mais ça laisse quand même un minimum quelque chose. Au moins des ossements ou quelque chose. Et surtout, les ours, je pense qu'ils s'en fichent complètement des habits. Ou tout du moins du matériel qu'ils pouvaient avoir. Même s'il était mal équipé, il était bien habillé. Donc on aurait retrouvé forcément quelque chose. Donc je trouve un petit peu son enquête un peu légère. Une chose aussi, ce parc, il n'était pas tout seul dans le parc. Il y a du monde, surtout l'été. Il y a des touristes, peut-être même des locaux qui se promènent. Donc je pense qu'une attaque d'ours, tu te mets à hurler. Tu dois pas forcément mourir tout de suite. Donc il a dû hurler si c'était le cas. Quelqu'un l'aurait peut-être entendu, mais là, rien. Le 20 juillet, la police décide de reprendre l'enquête à zéro, soit sur une piste accidentelle ou criminelle. Le 12 octobre, enfin, la police bosniaque envoie le dossier de l'enquête en France. Au même moment, la mère de Benoît relance la presse. C'est là que le 17 octobre, la mère de Benoît repart en Bosnie avec 2 interprètes. Un interprète sera à Sarajevo et l'autre sera à Foča. Ils sont tous les 2 recommandés par l'ambassade. Grâce à eux, ils vont réussir à interpeller toute la population sur place. Diffusion massive d'affiches, discussion avec les locaux, voir si une personne aurait vu quelque chose. Grâce à tout cet élan de solidarité, la mère de Benoît se sent moins seule. Elle est très soutenue par les responsables du parc ainsi que la population. C'est ainsi que le 22 octobre 2010, le comité de soutien pour Benoît est créé. Quelques mois vont passer. Au mois de janvier 2011, la mère de Benoît est reçue par le ministère des Affaires étrangères. La cellule de crise promet tout leur soutien pour les accompagner dans ce dossier. Le 28 janvier, la mère de Benoît ainsi que son avocat vont étudier le dossier de police bosniaque. C'est là qu'ils vont demander une investigation complémentaire importante. Grâce à leur travail, fin janvier, le juge ordonne une nouvelle demande de commission rogatoire internationale. Elle sera
avant son départ, le 21 février, pour la Bosnie, envoyé pour une traduction. C'est là que 6 semaines plus tard, la CRI arrive à la police de Foča. Malheureusement, fin février, le juge refuse d'envoyer des policiers français sur place. C'était juste pour aider la police bosniaque et aussi en vue de réaliser un complément d'enquête. Et en plus, dans ce malheur et ces mauvaises nouvelles, la mère de Benoît n'est pas autorisée à faire appel. C'est là qu'elle demandera en mars de changer d'avocat. La maman de Benoît continue à se battre pour que la disparition de son fils reste ouverte et connue du public. Le 10 juin 2011, sur insistance de l'avocat de la mère de Benoît et de sa fille Léa, qui est d'ailleurs partie civile pour avoir accès au dossier, ils sont donc reçus par le juge d'instruction. La CRI est terminée en Bosnie depuis fin mai et malheureusement aucune piste n'a été trouvée. La justice attend de la part de la police bosniaque des nouvelles pistes et déclareront à la famille qu'il faut attendre. C'est vraiment l'argument le plus facile à dire. Sincèrement, j'aimerais que les choses soient inversées. On verrait un petit peu comment il prendrait les choses si on lui disait ça. Pour une mère, mais c'est horrible. C'est son fils. C'est quand même quelque chose, mais c'est... Il n'y a même pas de mots pour qualifier cette parole. Léa, la sœur de Benoît, a écrit directement au président de la République afin de lui demander son soutien et surtout de solliciter son aide. En réponse à cette lettre, le chef de cabinet l'a informé que chaque organisme compétent seront informés de la situation et que les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour retrouver Benoît. Malgré de nombreux appels de la part de la mère de Benoît, le juge refuse de réouvrir le dossier et il refuse également qu'il soit réexaminé par la police judiciaire de Nantes. Ce que l'on sait des dernières investigations sur le terrain. Ils ont eu lieu en septembre 2011. La police de Foča n'a rien de nouveau et aucun rapport n'a été rédigé. Le directeur de l'ICAM, rappelez-vous l'école de Benoît, a fait lui aussi sa propre démarche envers le procureur en tant que responsable de l'établissement. Sa demande d'entrevue avec le juge n'est pas recevable. Cela pourrait changer s'il était en possession de nouveaux éléments à communiquer. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Le 26 juillet 2012, le comité demande l'intervention de la CIPA. Ils n'ont jamais eu de réponse. Fin octobre, le juge en charge du dossier, en France, informe la famille que selon lui, l'instruction est terminée. Bon, si l'instruction est terminée, Benoît il est où alors? On laisse ça comme ça. Mettez-vous à la place des proches de Benoît, qui est toujours introuvable. Il n'y a pas de mots. Je suis très choquée. J'avais déjà fait cette vidéo, là je la refais au niveau du son, mais sincèrement ça me choque toujours autant. La mère de Benoît est retournée souvent en Bosnie pour faire elle-même ses recherches, avec bien sûr des amis à elle et ainsi que des bénévoles. Mais malheureusement, à ce jour, Benoît est toujours porté disparu. Je souhaite tout mon courage à la famille ainsi que la maman de Benoît. J'espère du fond du cœur qu'ils auront les réponses qu'ils attendent depuis des années et qu'un jour Benoît soit enfin retrouvé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.